Oh là là, mon Oui, Dieu. Seigneur. Ah ouais, non, je suis fatigué. Très, Ça très va mieux ou fatigué. pas, Christian? Eh non, je suis fatigué. Ouh là là. Que t'ailles te reposer. Et je suis rentré que hier et je suis fatigué. Tu m'étonnes. Quand on a été fatigué aussi. Ah ouais, mais ça dure, ça dure. T'arrivais pas à t'en sortir. Ah, c'est toujours pas fermé. Oh putain, mais c'est un truc de fou. Ah ouais, mais bon. Tu sais, quand tu attrapes ça, tu sais quand tu l'as, mais tu sais pas quand tu t'en débarrasses. Non, mais On a réussi, enfin, j'ai réussi à le comprendre, quoi. Tu sais, pour se le mettre dans la tête, ça. c'est pas facile, hein, ça. Donc, je me suis pas baigné une seule fois. Il y a, il y a 6 mois que j'ai pas pris une douche complète. Je mets toujours la jambe à l'extérieur. Tu peux pas. Ah ouais, je sais. J'ai une super piscine.
Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer. Messieurs, bienvenue dans cette commission. Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons ce soir donc Monsieur Jean-Paul Chagnolot, directeur de l'Institut de recherche et des études de Méditerranée et Moyen-Orient, Monsieur Sami Cohen, directeur de recherche émérite à Sciences Po, et Monsieur Marc Ecker, directeur de recherche et directeur de la recherche et de la valorisation à l'Institut français de relations internationales. Voilà, mes chers collègues, cette audition exceptionnelle sur le conflit israélo-palestinien ne s'inscrit évidemment pas dans le cadre de nos travaux qu'on mène actuellement dans le cadre du PLF 2024, dont d'ailleurs nous auditionnerons les crédits pas plus tard que demain. Mais j'ai estimé que cette audition était nécessaire pour approfondir nos capacités d'évaluation de la situation en Israël et en Palestine. Dans la foulée, vous le savez, de la visite ce week-end de la présidente de l'Assemblée nationale en Israël, du débat public que nous avons eu hier en hémicycle et de la visite ce jour du président de la République en Israël, qui aura également l'occasion de se rendre à Ramallah notamment. Je pense pouvoir parler au nom de l'ensemble de mes collègues en disant que l'attaque terroriste du Hamas en Israël nous a profondément bouleversés. On pense bien entendu aux 1400 victimes israéliennes de cette attaque barbare perpétrée par cette organisation terroriste. Je pense également aux nombreuses victimes palestiniennes. J'ai reçu ce matin d'ailleurs l'ambassadeur d'Israël en France et je lui ai témoigné à la fois de notre solidarité et de notre inquiétude de voir l'ensemble de la région s'embraser. Je pense qu'on est tous convaincus ici que ce conflit nous concerne à plus d'un titre. Tout d'abord, du fait de la posture française de puissance d'équilibre, la France qui a toujours joué ce rôle de médiateur pour promouvoir la paix et la solution à deux États de ce conflit qui dure depuis au moins 75 ans. Ce conflit, par ailleurs, nous déplorons d'ailleurs le décès de 30 compatriotes français depuis le déclenchement de l'attaque terroriste du Hamas et la prise d'otages également de plusieurs de nos compatriotes. Et bien entendu, nos pensées vont vers leurs familles dont nous partageons la peine. Ce conflit nous menace enfin car celui-ci menace jour après jour d'embraser la région et en particulier le sud Liban où, comme vous le savez, mes chers collègues, des militaires français sont déployés dans le cadre de la FINUL. Et nous pensons également à eux en ces temps difficiles, comme nous pensons également aux militaires français qui sont projetés dans le cadre de l'opération Sentinelle, sur le territoire national et dont les effectifs ont été renforcés à la suite de cette crise. Messieurs, votre audition sera sûrement l'occasion de nous faire bénéficier de votre analyse sur les aspects stratégiques et militaires du conflit. À titre d'exemple, pour citer qu'un seul exemple, nous avons entendu parler dans la presse d'une possible défaillance des services de renseignement israéliens qui n'auraient pas anticipé ou pris suffisamment au sérieux le risque d'attaque du Hamas. Vous pourriez nous faire part de votre avis. Vous pourriez également utilement nous faire part de votre évaluation des conséquences que cette crise pourrait avoir en France et dans le monde. Je vous propose, messieurs, de vous prononcer chacun à votre tour autour d'un exposé liminaire d'une dizaine de minutes, à l'issue desquelles mes collègues vous poseront leurs questions. Sans plus tarder, messieurs, je vous cède la parole. Peut-être monsieur Chagnolot, vous souhaitez commencer ? Monsieur le Président, merci de cette invitation. Mesdames, Messieurs les députés, je suis très heureux d'être là et on m'a demandé de répondre à une question très simple. Comment en est-on arrivé là en 10 minutes? Donc, et je vais essayer de répondre effectivement en 10 minutes autour d'un seul mot, refus. Et je pense qu'on peut analyser cette situation. Évidemment, ce n'est qu'un cadre de raisonnement et ensuite ça permet la discussion. Je pense qu'on a affaire à un triple refus qui nous a amenés là où nous sommes. Le premier refus, c'est le plus fondamental, dont il faut avoir conscience, et qu'on peut tout simplement nommer le refus de la paix. Le second refus, c'est le refus de la communauté internationale de s'insérer, de s'impliquer vraiment dans le conflit. Et enfin, le troisième refus, c'est refuser de comprendre que le statu quo est tout à fait intenable. Alors sur le premier point, le refus de la paix, en étant très schématique, et vous me pardonnerez, mais c'est l'exercice que vous me demandez, dans chaque camp, du côté palestinien comme du côté israélien, il y a depuis longtemps, on va dire par exemple depuis Oslo, des forces qui s'opposent à l'idée de négociation, à l'idée de compromis, et donc à l'idée de paix. Si je prends le processus d'Oslo, le Hamas, dont on parle beaucoup ces jours-ci, c'est, depuis d'ailleurs son existence en 1987-88, s'est toujours opposé à toute forme de compromis. Et pendant le processus d'Oslo, il l'a fait à travers des attentats terroristes
à des moments absolument décisifs, en particulier, je reviendrai dessus si vous le souhaitez, au printemps 1996. Et ce printemps 1996 est un des moments charnières du processus d'Oslo, parce qu'il précédait une élection majeure qui était à l'époque au suffrage universel direct pour élire le Premier ministre, qui était une révision constitutionnelle très particulière en Israël. Et il y avait d'un côté Shimon Peres, qui portait le processus, et de l'autre, il y avait Netanyahou. Et Netanyahou l'a emporté, mais d'un cheveu, en l'occurrence 1 point. Et ça, Netanyahou était tout à fait opposé. Et c'est là, du côté israélien, il était vraiment le responsable, le chef d'une coalition, droite et extrême droite, qui ne voulait pas des accords d'Oslo. Il avait une phrase, et un certain nombre de ses ministres l'ont eu par la suite, que Oslo est le problème et non pas la solution. Donc depuis cette période, on a comme ça des acteurs qui sont viscéralement opposés à l'idée d'un compromis. Aujourd'hui, je dirais jusqu'au 6 octobre, puisqu'avec le 7 octobre, les choses vont sans doute être complètement remises en question, il est clair que le Hamas a toujours continué à refuser toute forme de compromis, et il y a eu, vous le savez, bien des affrontements à Gaza, dans les conditions dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et puis, du côté d'Israël, Netanyahou est en poste depuis 2009, jusqu'à aujourd'hui, moins quelques temps où il y a eu des élections et il y a eu un autre gouvernement, mais globalement, il est resté très longtemps au pouvoir. Et même quand la communauté internationale le poussait à faire des compromis, il ne l'a pas fait. Donc il y a vraiment cette constance d'un refus de la paix. Et j'ajouterais que, toujours en étant un peu schématique, pardonnez-moi, les forces qui portaient la paix d'un côté comme de l'autre sont devenues presque inaudibles. Si je prends du côté israélien, si on prend les forces qui portaient la paix, et donc Oslo en particulier, c'était le Parti travailliste et le Meretz. Vous donnez juste un chiffre en termes de résultats des votes. En 1992, si on additionne les sièges du Parti travailliste et du Meretz, on a 54 voix, ou 56, sur 120. C'est-à-dire qu'ils avaient pratiquement la majorité. Aujourd'hui, dernières élections, c'est une douzaine de sièges. Donc on a vraiment un effondrement de ceux qui portaient le processus de paix ou qui voulaient le porter. Et inversement, depuis donc le naufrage d'Oslo, c'est la droite et l'extrême droite, avec de plus en plus une extrême droite religieuse, des messianiques, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, des personnages comme Ben Gvir ou comme Smotrich. Et du côté palestinien, eh bien, ceux qui portaient ce processus, l'OLP, eh bien, se sont complètement décrédibilisés, et l'autorité palestinienne ne représente plus grand-chose aujourd'hui. Donc on a ce problème majeur d'acteurs qui, jusqu'au 6 octobre, après les choses évidemment sont à revoir et il faut réfléchir, mais jusqu'au 6 octobre, on avait cette opposition, je dirais presque structurelle, quoi. Le deuxième refus, ça c'est le premier, le deuxième refus, c'est le refus de la communauté internationale. Alors là encore, en allant à l'essentiel, pendant plusieurs années, après le naufrage d'Oslo, il y a eu beaucoup d'efforts diplomatiques. Je ne vais pas les énumérer ici, mais il y a eu par exemple le Quartet, il y a eu les efforts de l'administration Obama, il y a eu à un moment donné, avant que Netanyahou reprenne le pouvoir, en 2008, il y a eu des discussions entre Ehud Olmert et Mahmoud Abbas, qui ont été, on les a oubliés, mais ça a été assez loin. Donc cette période-là, il y avait un effort diplomatique. Et puis, ça s'est estompé jusqu'à un dernier moment qui est pour moi très important et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. C'est la dernière résolution du Conseil de sécurité, la plus importante car elle reprend toutes les autres, c'est la résolution 2334 du 23 décembre 2016, dans laquelle, au fond, on reprenait tous les principes majeurs, c'est-à-dire l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force, l'idée que la colonisation est illégale, l'idée qu'il faut avancer très vite si on veut que encore la solution à 2 États soit possible. Et puis il y avait une phrase dans cette résolution très importante qui disait que le statu quo n'est pas viable. C'est vraiment un texte majeur que cette résolution du 23 décembre 2016. Et si vous réfléchissez à la date, nous sommes à quelques jours de l'arrivée de Donald Trump, le 20 janvier 2017, à la Maison-Blanche. Et à partir de là, il y a comme une forme de rupture. Tout ce qui avait pu être tenté par le passé et tout ce qu'il y avait dans la résolution 2334 eh bien, est complètement marginalisé. Et à partir de cette période, vraiment, la communauté internationale délaisse la question israélo-palestinienne et la question palestinienne plus particulièrement. On est vraiment
ensuite dans une double recherche. La première, c'est de faire en sorte de gérer le conflit, c'est-à-dire gérer Gaza, en laissant passer quelques moyens financiers, par exemple via le Qatar avec l'accord d'Israël, en espérant que cet enfermement et ce blocus de Gaza ne conduirait pas à une catastrophe humanitaire, et par conséquent, il fallait maintenir les choses à un certain niveau. Et puis, du côté de la colonisation, eh bien, on pensait qu'on pouvait aussi, là encore, gérer le conflit en faisant en sorte que le quotidien des Palestiniens de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie soit un peu amélioré. Donc on voyait une espèce de dimension économique, sociale, mais en excluant complètement le politique. Et puis le deuxième volet de cette dimension, c'était évidemment la normalisation, c'est-à-dire l'idée que Trump a lancé, les accords d'Abraham, c'est-à-dire le fait qu'Israël normalise ses relations avec les Émirats arabes unis, avec le Bahreïn, avec le Maroc, avec le Soudan. Et la grande affaire, évidemment, c'était de faire basculer l'Arabie saoudite. Et la question était de savoir, non pas si l'Arabie saoudite allait rejoindre le processus, mais quand et dans quelles conditions. On en était là jusqu'au 5 ou 6 octobre. Et donc cette idée qu'on ne pouvait plus, on ne s'occupait plus de la question palestinienne. Et moi, juste une anecdote, mais elle est très significative. Il m'arrive de fréquenter les diplomates du Quai d'Orsay ou de l'Élysée. Et quand je posais, il y a encore pas si longtemps, la question où vous en êtes sur la politique française au Moyen-Orient et par rapport à la question israélo-palestinienne, on me répondait d'un ton aimable, toujours très aimable, mais un peu affligé. Mais vous vous intéressez encore à cette question, comme si cette question était complètement dépassée. Donc voilà, donc on a fait une sorte de trait là-dessus en pensant qu'au fond, la question palestinienne avait disparu. C'est le deuxième refus de la communauté internationale de s'impliquer. Et du coup, maintenant, évidemment, la communauté internationale est violemment interpellée et elle doit revenir pour essayer non pas de gérer, mais de voir quelles sont les options politiques possibles. Et puis le troisième refus, si je suis dans les temps, le troisième refus, c'est cette phrase que je vous ai donnée tout à l'heure de la résolution 2334. Le statu quo n'est pas viable. Le statu quo n'est pas viable. Et moi, je ferai un commentaire sur la notion de statu quo. C'est un peu maladroit de parler de statu quo, car ce n'est pas un statu quo. En réalité, la situation sur le terrain, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza, se détériore à chaque fois. Elle se détériore encore plus depuis quelques 2, 3, 4 ans. Et en particulier, il faut insister là-dessus, depuis l'arrivée d'un nouveau gouvernement à la fin de cette année 2022, avec des personnages qui, il faut le dire, étaient interdits de politique il y a encore 25 ou 30 ans. C'est la même mouvance aujourd'hui qui est dans la coalition, à extrême droite, la même mouvance que ceux qui ont assassiné Isaac Rabin le 4 novembre 1995, ou Goldstein qui a assassiné 29 musulmans à Hébron en février 1994. Et cela, évidemment, était complètement marginalisé. Or, aujourd'hui, ils sont au pouvoir, des Ben-Gvir que j'ai évoqués, ou Smotrich sont au pouvoir, et ont cette volonté d'accélérer la colonisation. Et c'est ce qui se passe, avec beaucoup de violence, et laissant aux colons une très large, disons, impunité, avec l'appui souvent de l'armée. Et ça se passe en ce moment même. Il y a à nouveau une accélération de ce point de vue-là. Donc on a cette idée qu'au fond, le statu quo n'est pas viable et on ne veut pas le voir. Alors que le statu quo, je le répète, ce n'est pas un statu quo, c'est une situation qui se dégrade. Un mot sur Gaza, ça se dégrade. Alors, évidemment, il y a le pouvoir autoritaire, voire totalitaire du Hamas sur Gaza, mais il faut bien comprendre et jamais oublier que deux choses à propos de Gaza. Un, c'est que 85%, peut-être un peu davantage, des gens qui s'y trouvent sont des fils ou petits-fils de réfugiés de 48. C'est-à-dire qu'il faut voir un peu dans quelle mentalité ils se trouvent. Et quand ils sont réfugiés de quelques dizaines de kilomètres. Et ils habitaient quelque part un peu plus au nord de Gaza. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est que c'est un territoire où la grande majorité est peuplée de gens de moins de 25 ou 30 ans, des gens très jeunes. Ce qui veut dire un terreau de gens qui ne peuvent pas sortir depuis 17 ans et qui constitue évidemment, je dirais, donc ce terreau dont je parle, qui peut être instrumentalisé, radicalisé. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc c'est un territoire très particulier, qui a une histoire très particulière. Et la Cisjordanie, bon, elle souffre depuis maintenant très longtemps de cette colonisation qui s'est considérablement accrue.
Dans cette affaire, un mot encore sur l'autorité palestinienne, qui n'a plus de prise du tout, qui est complètement décrédibilisée. Et par conséquent, et pour conclure, je reste dans mes 10 minutes, j'espère. Ça dépasse légèrement. Alors bon, en 30 secondes, pour dire que pour nous qui connaissons un peu le sujet, je dirais que la seule question était de savoir quand il y aurait une nouvelle flambée de violence, soit venant de Gaza, soit venant de Cisjordanie. Moi, je pensais que ça viendrait de Cisjordanie par une nouvelle intifada dont j'ignorais les formes. C'est venu de Gaza, dans des conditions évidemment épouvantables. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chaniolo. La parole est à Samy Cohen, directeur de recherche émérite à Sciences Po. Monsieur Cohen, je vous en prie, vous pouvez activer votre micro. Et pour information, le chronomètre s'affiche sur votre droite. J'avais pas vu. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la société israélienne, sur l'armée israélienne, les mouvements de paix, sur la démocratie. Donc, c'est un point de vue qui est moins général, mais je m'intéressais également aux autres acteurs. Alors, je voudrais évoquer 3 points principaux. D'abord, revenir un peu sur ce qui s'est passé le 7 octobre du côté israélien, premièrement. Deuxièmement, que se passe-t-il actuellement? Et troisièmement, quelles sont les perspectives d'avenir? Alors, que s'est-il passé le 7 octobre? Les services de renseignement se sont endormis, c'est très clair. En fait, il n'avait plus de renseignement humain à l'intérieur de la direction du Hamas. Ils ne voyaient pas les signaux qui émergeaient sur le terrain, les entraînements des forces du Hamas. Ils les ont vus, mais ils n'ont pas su les interpréter. Ils n'ont pas vu que le Hamas était en train de se professionnaliser, de s'améliorer. L'idée était qu'au fond, le Hamas ne désirait pas en fait, reprendre le chemin de la guerre. Cette idée-là ne vient pas des services de renseignement. Elle vient du pouvoir politique. C'est Netanyahou qui a élaboré depuis de nombreuses années cette idée que le Hamas ne souhaite pas reprendre le chemin de la guerre. Et tout compte fait, l'intérêt d'Israël était d'avoir un Hamas relativement fort pour pouvoir dire à la communauté internationale et aux Américains, vous voyez, on n'a pas avec qui négocier, puisque la société israélienne, palestinienne est divisée en deux, et donc nous ne savons pas avec qui nous pouvons négocier. Et toute l'idée était de faire tout le possible, non seulement de renforcer le Hamas, mais l'idée était que le Hamas vraiment ne souhaitait pas la paix. Ils ont laissé passer de l'argent, les dollars venant du Qatar. Ils ont permis à des ouvriers palestiniens, gazaouis en tous les cas, de venir travailler en Israël. Et Netanyahou a élaboré des mots d'ordre qui ont ruisselé au sein des services de renseignement et même au sein de l'armée. L'armée était persuadée, comme le pouvoir politique, qu'il n'y avait pas de menace. Ils avaient réduit considérablement les effectifs sur le terrain. Et plus que ça, ils ont désarmé les habitants israéliens à proximité de la bande de la frontière, parce qu'à une certaine époque, ils avaient constitué des petits groupes armés qui, en cas de coup dur, en cas d'infiltration des gens du Hamas, qui pouvaient défendre la population, pouvaient défendre leur petite communauté. Et depuis 2 ou 3 ans, ils ont désarmé ces groupes en leur disant, mais depuis que nous avons érigé le mur souterrain, il y a un mur évidemment au-dessus de la terre, mais il y a un mur souterrain pour empêcher que les membres du Hamas passent par des tunnels, il n'y a plus de risque que les membres du Hamas s'infiltrent en Israël. Bon, ça a été vraiment quelque chose qui est très grave, mais qui, d'après ce que je le comprends, moi, ce n'est pas seulement dû à des décisions prises par l'armée ou le service de renseignement, mais des décisions prises par le pouvoir politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais élaborer, c'est que se passe-t-il actuellement? Bon, l'urgence en Israël, les gens sont sous un choc. Et tous les gens avec qui je parle, et qui sont des gens qui habitent le Sud, et qui sont des partisans de la paix, qui sont des militants de la paix, ils disent tous, il n'y a plus d'espoir, nous n'avons plus avec qui parler, et nous n'y croyons plus. Et ça c'est quelque chose de vraiment très grave. Il y a un sentiment général de permis
à l'armée d'entrer et de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pratiquement aucune ligne rouge qui est installée par l'opinion publique israélienne. Et ça, c'est quelque chose, des fois, les gens ont vécu cette séquence comme, non pas un attentat terroriste, c'est pas le 11 septembre, c'est même pas le Bataclan, c'est une volonté d'aller exterminer des gens, un par un. Imaginez que le Hamas avait le pouvoir, avait les moyens de continuer sa progression, de continuer jusqu'à Ashkelon, de continuer jusqu'à Beersheba. Ça aurait été un génocide. Et ça, c'est vécu comme ça, de ce côté-là. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'idée du gouvernement israélien est de détruire le Hamas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, détruire le Hamas. Moi, je comprends très bien, en fait, l'objectif politico-militaire n'est pas très clair. On comprend très bien qu'il y a un certain nombre de cibles militaires qui sont à détruire, à savoir les infrastructures du Hamas, les ateliers de fabrication des missiles, les bureaux, les postes de commandement, les sites de lancement, tout ça est tout à fait clair. Mais au-delà, le Hamas a quand même entre 20 000 et 30 000, selon les estimations, combattants. Comment est-ce qu'on fait pour détruire le Hamas, pour les annihiler? Ça veut dire qu'il faut entrer et aller les chercher avec des pincettes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire prendre des risques pour les soldats israéliens de se retrouver dans des impasses, dans des ruelles, dans des rues, piégés, avec des snipers qui attendent l'armée israélienne à tous les coins de rue. Ça veut dire des pertes considérables du côté israélien. Alors, la stratégie du Hamas, moi j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. En fait, qu'est-ce qu'ils attendent? Moi, je crois qu'ils ont une stratégie relativement cohérente, c'est-à-dire, en fait, un attentat grave, otage, inviter l'armée israélienne d'entrer dans Gaza et les piéger là-dedans, faire en sorte de les vaincre sur leur propre territoire. Non pas de les vaincre militairement, mais faire suffisamment de pertes du côté militaire israélien pour que l'opinion publique israélienne se rebelle, dise stop, on a trop payé, maintenant il faut arrêter. Bon, je pense que c'est un peu ça le calcul. Est-ce que ça va marcher? Franchement, je n'en sais rien. Comment l'armée israélienne va se débrouiller dans cette phase de l'opération terrestre qui n'a pas commencé? Et je tiens à dire que quand même, je veux dire, ça c'est quand même un point intéressant. L'armée n'est pas encore entrée. Je pense qu'il y a des considérations militaires. Il faut préparer. On a mobilisé les réservistes, mais il faut les entraîner, les préparer, répartir les tâches, les organiser. Je pense qu'il y a des contraintes diplomatiques, celles des États-Unis. Il y a des contraintes politiques. Je pense que la contrainte politique, c'est Netanyahou lui-même. Netanyahou est un personnage très prudent. Il sait très bien que si l'opération militaire, cette opération guerrière, tourne au désavantage d'Israël, c'est lui qui va le payer en premier. Et donc, je pense que tout ça, ensemble, fait qu'ils sont en train de peser le pour et le contre de l'opération militaire sur le terrain, mais je pense qu'elle va avoir lieu. Alors, j'accélère un peu pour les perspectives. Franchement, j'ai écouté pas mal d'intervenants, notamment sur les plateaux de télévision, pour dire, voilà, il y a qu'à, dans l'avenir, il faut ci, il faut cela. Je suis très pessimiste, je rejoins un peu le point de vue de Jean-Paul Chagnollaud, quand il dit que la nouvelle flambée de violence est à attendre. D'abord, je dirais que je suis pessimiste sur le plan sécuritaire. Est-ce que l'armée israélienne va réussir à rétablir la sécurité dans la bande de Gaza? On n'en sait rien. En admettant qu'il conquiert le territoire, il faudra le garder, il faudra le contrôler, il faudra nourrir la population, il faudra reconstruire un système de santé, reconstruire des logements. Qui va s'en occuper? C'est l'armée israélienne. Peut-être que l'armée israélienne va refiler la patate chaude à l'autorité palestinienne. On n'en sait rien. En tout état de cause, il n'est pas impossible que des groupes armés ou des individus plus extrêmes encore, plus extrémistes encore, que le Hamas émergent de cette phase guerrière. Ce n'est pas impossible. Moi, je pense que l'idée des Israéliens, c'est on met à bas le Hamas,
on fait émerger une génération plus modérée et on négocie avec eux. C'est un rêve. On peut toujours rêver. Je ne suis pas sûr que ce rêve se réalise. Je suis pessimiste également sur un autre point, sur le point de l'avenir politique de la région et des relations israélo-palestiniennes. On parle, le président de la République, mais pas seulement, les États-Unis et d'autres pays européens, tablent sur un retour à la négociation politique, solution en 2 États. Écoutez, moi je pense que l'attaque du Hamas a fait reculer la perspective de paix de plusieurs années-lumière. De plusieurs années-lumière. Il n'y aura pas de perspective de paix dans l'avenir. Et l'idée même d'un État palestinien, à mon avis, elle est balayée pour des années et des années. Pour une raison très simple. D'abord, je crois que le Hamas a fait cette opération pour détruire tout processus de paix. Jean-Paul Chanolo a rappelé les attentats de 1994, au moment d'Oslo. Le Hamas n'a jamais voulu le processus de paix. Et ensuite, comment voulez-vous que les Israéliens se disent, bon, très bien, on va négocier pour arriver à une solution à 2 États, un État palestinien, qui va avoir le pouvoir sur l'État palestinien? Et ça va être des éléments du Hamas qui vont s'installer à Ramallah et conduire des opérations à partir de la Cisjordanie et entrer dans Tel Aviv, égorger des citoyens. Écoutez, tout ça me semble malheureusement, je suis désolé de terminer un peu sur cette note très pessimiste, nous sommes très éloignés du processus de paix. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Cohen. La parole est donc désormais à Monsieur Marc Eckert, directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. C'est un honneur de m'exprimer devant votre commission et devant la représentation nationale. Je vais traiter d'un sujet sensible en ce moment qui est celui des répercussions du conflit israélo-palestinien en France. Le conflit israélo-palestinien est le seul sujet de relations internationales qui est capable de faire descendre dans la rue des dizaines de milliers de Français. C'est aussi un sujet qui s'affiche sur le fronton de nos mairies. Souvenez-vous par exemple de la première décennie des années 2000, lorsque certaines communes, Pierrefitte, Gennevilliers, Stein, Ivry, etc., mettaient à l'honneur Marwan Barghouti ou Salah Hamouri, tandis que d'autres, ici les Moulineaux, Neuilly-sur-Seine, Suresnes, Puteaux, etc., affichaient le portrait du soldat franco-israélien Gilad Shalit, enlevé déjà par le Hamas. Cette opposition des symboles continue à déclencher des polémiques dans notre pays aujourd'hui, comme on l'a vu par exemple avec l'affaire du drapeau israélien sur la mairie de Strasbourg. Des conflits beaucoup plus meurtriers, la guerre en Ukraine, la guerre en Syrie, la guerre au Yémen, etc., n'engendrent pas de telles mobilisations. Et donc on peut se demander pourquoi. On entend souvent dire dans les médias, et puis également dans d'autres sphères, que le principal facteur qui explique cette sensibilité de la société française au conflit israélo-palestinien est un facteur religieux. La France comptant effectivement les plus importantes communautés juives et communautés musulmanes en Europe. Tout mon point est de vous expliquer que les résonances du conflit israélo-palestinien dépassent en fait très largement cette question religieuse. Alors d'abord, je crois qu'il faut revenir un peu sur l'histoire et rappeler que de 1948 à 1967, la France était très proche d'Israël, qu'on avait une coopération militaire et nucléaire très poussée, qu'on avait failli faire une guerre ensemble, l'opération de Suez en 1956. Et les relations en fait entre Israël et la France ont commencé à se détériorer sérieusement avec la fin de la guerre d'Algérie en 1962, où la France a commencé à renouer avec les pays arabes et progressivement la relation franco-israélienne s'est détériorée jusqu'à la rupture de la coopération militaire et le rafraîchissement très net des relations diplomatiques de la guerre des 6 jours en 1967. La proximité avec Israël se reflétait aussi dans l'opinion. Je vous rappelle par exemple qu'à l'époque, on ne parlait pas de conflit israélo-palestinien, mais de conflit israélo-arabe, et que Israël était vu comme le David affrontant Goliath. Et qu'avant la guerre des 6 jours, quelques jours avant, il y avait une vraie crainte dans l'opinion publique de voir Israël disparaître, à peine 2 décennies après la Shoah. Et il y avait eu une mobilisation de grande ampleur qui dépassait très largement le cadre de la communauté juive.
Un grand concert qui avait réuni 30 à 50 000 personnes avait eu lieu à l'époque et on y voyait des personnalités comme Johnny Hallyday, comme Guy Béard, etc. Donc vraiment, on était dans un cadre de soutien très large. Puis les choses ont commencé à changer en 1967 avec l'occupation notamment de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Et avec cette occupation, on a vu d'une part l'opinion se renverser progressivement, mais aussi le militantisme pro-palestinien en France se structurer. Et il s'est structuré au départ autour de 4 cercles. Le premier cercle, ce sont des réseaux de solidarité panarabes, c'est-à-dire qu'on avait des immigrés de différents pays arabes, travailleurs, ouvriers, étudiants, venant notamment du Maghreb, qui s'étaient mobilisés. Et encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque de conflit israélo-arabe. Il y a des volontaires qui allaient à l'ambassade d'Algérie se faire enregistrer avant le début du conflit pour aller combattre sur place. Le deuxième cercle, c'était des gaullistes, comme Louis Ternoir, Lucien Bitterlin par exemple, qui en fait étaient la déclinaison, si je puis m'exprimer ainsi, dans la société civile de ce qu'on a appelé la politique arabe du général de Gaulle. Et par exemple, l'association de solidarité franco-arabe qui a été créée à l'époque, juste après la guerre des 6 jours, a contribué à faire connaître la cause palestinienne en France. Troisième cercle, ce qu'on appelle les cathos de gauche, avec notamment l'hebdomadaire Témoignages chrétiens, et son rédacteur en chef, Georges Montaron, qui non seulement a fait connaître la cause palestinienne en dédiant des unes de Témoignages chrétiens à la cause palestinienne, mais a aussi organisé des voyages de solidarité sur place, les voyages en Terre Sainte, avec l'idée qu'il fallait aider les populations souffrant sur place. Et en l'occurrence, pour Témoignages chrétiens, c'était avant tout les Palestiniens qu'il fallait aider. Et puis le quatrième cercle, c'est l'extrême gauche dans toute cette diversité qui a appliqué la grille de lecture anti-impérialiste et anticolonialiste à ce conflit. Par exemple, on a vu, dès les lendemains de la guerre des 6 jours, apparaître des comités Palestine sur le mode des comités Vietnam. On a vu aussi l'association France-Palestine naître à la fin des années 70, qui, avec un représentant du Parti communiste qui avait été mandaté pour créer cette structure, même si ensuite elle a réuni un panel politique beaucoup plus large. Au fil des décennies, d'autres cercles ont rejoint cette mouvance pro-palestinienne, notamment des jeunes Français de la 2e ou 3e génération immigrés, qui, pour diverses raisons, ressentaient le besoin et la nécessité de se mobiliser pour les Palestiniens. Et puis on a vu aussi, plus récemment, des groupuscules islamistes apparaître dans des manifestations, mais aussi être très actifs sur les réseaux sociaux pour mobiliser autour de cette cause palestinienne. Mon point, c'est qu'aujourd'hui, la mouvance pro-palestinienne est en fait très diversifiée, et elle est même aussi très divisée. Ça s'observe dans les prises de position politiques, dans les communiqués, dans les slogans, dans les signes brandis lors des manifestations, etc. Et une grande partie de la sphère pro-palestinienne reste en fait très consensuelle, c'est-à-dire qu'elle demande la reconnaissance de l'État palestinien vivant à côté de l'État d'Israël dans les frontières de 1967. Elle demande l'application du droit international. Mais il y a aussi dans cette mouvance, en plus de cette sphère très consensuelle, des groupuscules plus radicaux qui exigent la libération totale de la Palestine, entre guillemets, c'est-à-dire la fin d'Israël. Et parmi eux, il y a certains groupuscules qui soutiennent ouvertement la lutte armée et qui ont justifié dernièrement l'attaque du Hamas. Ils refusent de parler de terrorisme, ce qui là encore n'est pas du tout nouveau. En fait, ça renvoie à de vieux débats qui avaient eu cours, notamment après la prise d'otage d'athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Et on avait aussi eu ce genre de débat au moment de la deuxième intifada, et déjà des tensions très fortes dans ce qu'on appelait alors la gauche plurielle. Au-delà de la question des résonances politiques et militantes du conflit israélo-palestinien en France, j'aimerais aborder, dans les quelques minutes qui me restent, la question plus spécifique de la violence. On a eu plusieurs phases, en fait, que j'aimerais distinguer. D'abord, une phase d'exportation du conflit, qui est allée de l'après-guerre des 6 jours jusqu'à la première intifada. Cette phase d'exportation, elle résultait notamment d'une stratégie des groupes armés palestiniens qui ont fait le constat au moment de la guerre des 6 jours qu'ils ne pouvaient pas compter sur les armées arabes coalisées pour, entre guillemets, libérer la Palestine, et qui ont opté du coup pour des modes opératoires dits asymétriques, des détournements d'avions, des prises d'otages, des attentats, etc. Et on en a eu le produit en France notamment, avec des actions dont on a oublié la violence. On a quand même tiré au RPG
sur des avions d'El Al à Orly au milieu des années 70. Par ailleurs, du côté israélien, cette exportation de la violence, elle se matérialisait par des assassinats ciblés de personnalités palestiniennes en France. Le premier représentant de l'OLP en France, Mahmoud Hamshari, a été assassiné par exemple en 1973. Cette phase d'exportation de la violence, donc où des acteurs venaient du Proche-Orient pour perpétrer des actions violentes en France liées à ce conflit, a pris fin plus ou moins autour de la première intifada, moment où le conflit s'est recentré sur le Proche-Orient. Et puis on a eu une autre phase, la phase qualifiée d'importation du conflit, qui a commencé au moment de la deuxième intifada. Elle s'est surtout matérialisée par une hausse des actes antisémites dans le pays, qu'on a pu comptabiliser à chaque flambée de violence au Proche-Orient. Donc on a eu par exemple plus de 900 actes antisémites recensés en France en 2002 et 2004, et plus de 800 en 2009 et 2014. J'ouvre une parenthèse sur l'antisémitisme et le phénomène de l'Alia, c'est-à-dire l'émigration des Juifs de France vers Israël. Il y a 3000 personnes à peu près qui sont parties en 2005, plus de 7000 en 2014 et 2015, pour vous donner les années les plus importantes. Mais en fait, on a eu un flux important pendant toute cette période de quasiment 25 ans maintenant. Ce qui fait aussi que les liens se sont renforcés, des liens familiaux, des liens amicaux entre la communauté juive de France et des personnes vivant en Israël. Et une des raisons de cet alia, c'est l'antisémitisme qui est lié à cette importation du conflit israélo-palestinien, mais pas que. Le contexte est beaucoup plus large. L'arrivée au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen en 2002 a aussi contribué à cet alia. L'affaire Dieudonné et les quenelles également. La présence d'une liste antisioniste aux élections européennes de 2009 également. Les assassinats antisémites d'Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll aussi. Il y a également une perception qui est de plus en plus présente d'une extrême gauche qui ne s'est pas complètement débarrassée d'une forme d'antisémitisme. Et il y a eu bien sûr des attaques djihadistes, l'attaque de l'école Ozar HaTorah en 2012, l'épicerie cachère à Sarcelles en 2012 et l'hypercachère en 2015. Pendant la deuxième intifada et jusqu'à la guerre de 2014, l'expression importation du conflit israélo-palestinien incluait aussi le recours à l'intimidation et à la violence des groupuscules pro-israéliens, en particulier le Bétar et la Ligue de défense juive. Ces groupuscules encouragent en fait eux-mêmes à l'alia et sont donc confrontés aujourd'hui à une problématique de renouvellement de leurs effectifs. C'est probablement pour ça qu'on ne les voit pas actifs aujourd'hui. En conclusion, je dirais que le conflit israélo-palestinien a de multiples résonances en France depuis des décennies. Néanmoins, on observe depuis 2 semaines que le cas français n'est pas isolé. À Londres, il y a par exemple eu une manifestation bien plus importante numériquement que ce qu'on a vu à Paris, plus de 100 000 personnes selon la police. À Berlin, il y a eu des manifestations interdites, émaillées d'incidents, avec plusieurs dizaines de policiers blessés. Et on a aussi noté en Allemagne une hausse des actes antisémites, ce qui a réveillé des souvenirs douloureux dans ce pays. Dernier mot pour vraiment conclure. Au cours des précédentes flambées de violence au Proche-Orient, on a pu noter que plus le conflit durait, plus il y avait de victimes civiles et plus les répercussions internationales étaient fortes, notamment en France. Et je crains qu'on ne soit aujourd'hui qu'au début de la phase ouverte par l'attaque du Hamas le 7 octobre et qu'il faille s'attendre à une exacerbation des tensions dans notre société et dans les sociétés de certains de nos proches alliés. Je vous remercie. Merci à tous les trois. J'ai été saisi de 9 questions que je vous propose donc de prendre par 3 pour avoir des réponses groupées. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Anne Genetet. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous 3, messieurs, pour cet éclairage. Et je voudrais tout d'abord dire que pour le groupe de Renaissance, je voulais démarrer par plusieurs appels. D'abord, notre ferme, mais vraiment très ferme condamnation des attaques terroristes barbares menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Également notre pleine solidarité avec les otages, avec leurs proches, avec une pensée très particulière pour les otages français, confirmés, présumés. Après, on a encore, en tout cas, 7 disparus, 30 décédés des otages, on ne sait pas exactement combien. Et je poursuivrai avec une conviction, la légitime défense israélienne ne doit pas se transformer en une punition collective des civils palestiniens de la bande de Gaza. Le droit humanitaire international doit être respecté.
Enfin, face au drame humanitaire à Gaza, nous soutenons la demande du gouvernement français d'une trêve humanitaire qui, secondairement, pourrait, on le souhaite en tout cas, mener à un cessez-le-feu. Ce serait intéressant que vous nous donniez votre avis d'ailleurs sur cette lecture française des perspectives. Pour un règlement durable du conflit et avant qu'il n'embrase la région, là aussi, qu'en pensez-vous dans la possibilité d'embrasement dans la région, nous réitérons notre soutien pour la mise en place d'un processus politique prenant en compte l'aspiration légitime du peuple palestinien. Un devoir de paix et un esprit d'unité, c'est ce que notre groupe a rappelé hier lors du débat sur la situation au Proche-Orient. Je ne ferai pas à Pierre Asner l'affront de résumer en une phrase le texte qu'il a publié, remarquablement d'ailleurs après le 11 septembre 2001, qui résonne encore si justement aujourd'hui. Mais permettez-moi d'en retirer un rappel. L'acte terroriste vise avant tout à manipuler les passions. Et comme l'exprimait autrement Francisco de Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres. Je veux le répéter, le sommeil de la raison engendre des monstres. La guerre de l'information et la bataille des narratifs attisent la spirale de la peur, de la détresse, de la haine et du ressentiment. Elles étendent, voire exportent le conflit, vous l'avez évoqué d'ailleurs, et dans cette guerre des passions, je souhaiterais souligner le caractère essentiel de vos rôles d'experts qui nous redonnent la hauteur de vue dont nous avons absolument besoin en ce moment. Nous disposons également d'un autre outil précieux, notre renseignement. Et le 20 octobre dernier, la direction du renseignement militaire, la DRM, rendait publiques ses analyses à la demande de la présidence de la République concernant la responsabilité du tir sur l'hôpital de Al-Ali à Gaza. Cette démarche que l'on pourrait qualifier de surprenante nous rappelle l'absolue nécessité de disposer d'une capacité autonome d'appréciation et de compréhension la plus complète possible pour appuyer les décisions politiques et militaires. Sur elle se base notre autonomie stratégique et notre voie singulière. Nous ne sommes pas alignés. Par la loi de programmation militaire que nous avons votée l'été dernier, nous avons choisi de consacrer 5 milliards d'euros au renseignement et à la contre-ingérence. Entre 2017 et 2030, les moyens dévolus aux 3 services de renseignement sous la tutelle du ministère des Armées auront ainsi été doublés. Derrière la guerre de Soukhot, je vois un visage, celui de la jeunesse israélienne, fauchée le 7 octobre dernier à la rave party, fauchée encore en ce moment même alors qu'elle effectuait son service militaire et fauchée en ce moment même dans les combats qu'elle mène, la défense qu'elle mène. Et puis cette jeunesse palestinienne qui se retrouve pour certains combattants également pris dans les griffes de ce Hamas terroriste et en même temps bouclier humain et otage des bombes. Et j'avais effectué un déplacement en avril dernier dans le cadre de l'IHEDN en Israël. J'avais été frappée du décalage entre la position française, que vous avez rappelée, de soutien à la solution à 2 États, et celle des interlocuteurs israéliens rencontrés et de l'autorité palestinienne de Ramallah où nous étions allés, qui relayaient, disait-il, les aspirations de la jeunesse palestinienne de vivre une vie calme, paisible et digne, mais ne croyons plus, me disait-il, au spectre de la solution à 2 États. Alors finalement, le drame qui se déroule depuis le 7 octobre me laisse avec cette question. Quelle véritable perspective politique apporter à ces jeunesses palestiniennes et israéliennes, qui sont quand même très largement majoritaires dans la totalité de ce territoire? Quelle perspective voyez-vous pour cette jeunesse? Quel rôle peut-elle jouer dans l'avenir de ce territoire meurtri aujourd'hui? Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à José González, qui pourra donc aller jusqu'à 4 minutes s'il le souhaite. Je serai plus respectueux des règles, je l'espère. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, mes chers collègues. Les images dévoilées par Israël depuis hier illustrent la barbarie de l'attaque subie par les Israéliens le 7 octobre dernier. Les témoignages des membres du Hamas, qui commandent froidement avoir tué hommes, femmes et enfants, attestent, s'il en fallait encore la preuve, du caractère terroriste de cette ignoble agression de civils innocents. Et vous l'avez souligné, M. Cohen, il pourrait y avoir des réactions et des groupes encore plus violents, plus extrémistes. On se demande comment cela pourrait exister. Le Hamas n'est ni une armée, ni une troupe ayant dévié en commettant des crimes de guerre. C'est un groupe de terroristes islamistes ignobles qui, comme les autres mouvements djihadistes, aiment la barbarie, érige la mort de ceux qui ne pensent pas ou ne croient pas comme lui en principe. Le Hamas nie la dignité humaine et vouloir justifier son action et même chercher à la comprendre est une errance au mieux, une abjection au pire. Au-delà de la seule émotion bien légitime que suscite cette attaque, la France se doit d'agir sur le plan intérieur en ne cédant ni aux provocations ni aux intimidations des islamistes et de leurs complices qui brutalisent notre société. Ceux qui professent la haine d'Israël ou l'antisémitisme doivent être durement sanctionnés,
comme en dispose notre droit. Sur le plan diplomatique, la France se doit de retrouver une voix singulière qui manque sur la scène internationale. Il est tout à fait légitime de soutenir le droit d'Israël à se défendre, qui passe par l'éradication du Hamas. Comme le rappelait hier Marine Le Pen, ce droit à se défendre doit se faire dans le respect du droit international et des droits de l'homme. Le statut démocratique d'Israël apparaît pour nous, Français, comme une première garantie du respect de ce droit. Je rappelle d'ailleurs au nom de mon groupe notre attachement à une solution à 2 États, position traditionnelle de la France. C'est précisément dans ces domaines que nous aimerions bénéficier de votre regard d'expert. Que pensez-vous ainsi de la visite du président américain Joe Biden, alors que les États-Unis jouent un rôle clé mais contesté dans cette région du monde? Concernant la solution à 2 États, qui pourrait apporter la stabilité, voire la paix, pensez-vous qu'elle pourra revenir sur la table après cette terrible attaque? Sinon, quelles sont les alternatives territoriales? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour votre propos liminaire. Les crimes perpétrés par le Hamas soulèvent le cœur d'horreur, d'indignation et de tristesse. Et les crimes de guerre qui sont actuellement commis par l'armée israélienne nous plongent aussi dans l'affliction et une forme de désespérance. En réalité, nos pensées sont d'abord, à l'instant, tournées vers les otages, dont nous espérons tous. Soyez à la hauteur, collègues. Allez-y, continuez, et chacun pourra s'exprimer. Peut-être que vous aurez, messieurs, un avis sur le fait qu'il y ait, à l'heure actuelle ou pas, des crimes de guerre qui ont lieu en Israël et dans la bande de Gaza en particulier. Le fait est que nous avons besoin de comprendre pour surmonter précisément ce chagrin, cette épouvante devant les événements. Et je ne crois pas, comme l'a dit à l'instant notre collègue du Rassemblement national, que comprendre ce soit justifié. Et au contraire, je crois que si nous voulons nous donner la possibilité d'agir, et d'agir en faveur de la paix, qui est un objectif universellement partagé, nous avons cette nécessité de comprendre. Si bien que, à cet instant, de nombreuses questions se posent, même si vous avez en réalité déjà éclairé vivement la situation, en rappelant que la paix a été refusée d'une certaine façon, que les camps de la paix se sont effondrés ces dernières années, et qu'il faudra, pour y parvenir, sans doute l'héroïsme d'anciens guerriers, probablement, comme le furent Rabin, Begin, ou y compris peut-être Sharon, si le temps lui en avait été laissé, et comme l'a évoqué hier le président Bourlange. J'aimerais revenir avec vous un instant et vous entendre sur la perspective de l'éradication du Hamas. La réalité, c'est que cet objectif d'éradication d'un groupe profondément violent, antisémite et tout entier voué à la disparition d'Israël est en soi un objectif que nous pouvons partager. La question est comment parvient-on à cette éradication? Peut-il y avoir un moyen militaire d'y parvenir? Personnellement, je ne le crois pas et je me fie à Alex Junger, l'ancien chef du MI6, qui disait que vous ne pouvez pas tuer tous les terroristes sans créer davantage de terroristes. La question qui se pose est peut-être alors de savoir si la ressource pour éradiquer le Hamas n'est pas d'abord dans le financement du Hamas, de tarir les ressources du Hamas. Et dans ces cas-là, la question se pose de savoir qui finance le Hamas et qui a laissé financer le Hamas. C'est d'abord sur ce sujet que j'aimerais vous entendre. D'un point de vue peut-être plus global, Monsieur Ecker, vous avez écrit un livre sur le cycle des OPEX, notamment la fin avec Elie Tenenbaum. Je suis surpris d'entendre aujourd'hui, par exemple, le président de la République tirer une espèce de trait d'équivalence ou d'établir une forme de transitivité entre Daesh, Al-Qaïda, Hamas, qui sont certes des organisations violentes, criminelles, barbares, terroristes, si ça vous... terroristes, mais vous voyez que le mot terroriste sert précisément à tirer ce trait d'équivalence ou de transitivité. Permettez-moi justement de mener mon raisonnement jusqu'au bout. Est-ce que cette transitivité est exacte et est-ce qu'il est permis de penser que chaque problème doit avoir une solution adaptée et que le
couteau suisse de la guerre au terrorisme n'est précisément pas adapté à la question palestinienne. Merci, messieurs. Je vous propose une première salve de réponses, sachant qu'il nous reste 7 questions derrière. Donc, si vous disposez de, si possible, de 3-4 minutes chacun, on va dire, pour être un peu souple. Monsieur Chaniolo, vous souhaitez commencer ? Moi, je pense qu'on a affaire à une situation complexe, extraordinairement complexe. Et je crois que nous sommes tous, que vous soyez député ou que nous soyons profs d'université, touchés par cette émotion. Nous sommes emportés par tout ça. Et si l'action politique n'est que le prolongement de cette passion, de cette émotion, je crains que les choses s'aggravent encore. Il me paraît vraiment important qu'on prenne du recul à tous égards. Et en tant que citoyen, quelquefois, je regrette qu'on n'ait pas ce recul. Et par rapport à ces questions, je voudrais dire un mot sur le Hamas. Alors, le Hamas, c'est une organisation terroriste. C'est une organisation qui vient commettre ces actes effroyables. Après, il y a tout un débat sémantique sur est-ce que ce sont des actes seulement terrorisme, est-ce que ce sont des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Je ne vais pas entrer là-dedans ici. Par contre, ce que je voudrais rappeler, c'est que l'idée d'éradiquer une organisation comme celle-là, c'est oublier un certain nombre de choses et donc regarder la complexité. Et la complexité du Hamas, c'est le fait que c'est une organisation qui accompagne les Palestiniens depuis 1987, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et que le Hamas a commis des attentats terroristes dont j'ai rappelé tout à l'heure l'importance à une période clé qui était 1994, 1995. J'étais en Israël à ce moment-là et j'étais témoin de ça. Et j'ai vu le bouleversement que ça a apporté dans des élections qui étaient capitales. J'ai parlé des élections du 29 mai 1996, celle où finalement Netanyahou a été élu très peu. Donc c'est évidemment très important. Mais en même temps, quelques années plus tard, là nous sommes en 1996, 10 ans plus tard, il y a des élections législatives sous contrôle européen. Des élections ouvertes. Et qui emporte ces élections ? C'est le Hamas. Il emporte les élections avec de l'ordre de 42 ou 44% des suffrages exprimés et 74 sièges à cause du mode de scrutin qui leur donne un avantage. Il y avait 2 modes de scrutin sur 132 sièges. Et les élections de 2021 qui n'ont pas eu lieu il y a 2 ans, les sondages donnaient au Hamas environ 33-35%. Et c'est une des raisons peut-être, je n'en sais rien, pour lesquelles Mahmoud Abbas a jugé plus prudent d'annuler ou de reporter ces élections parce qu'il allait très probablement les perdre. Autrement dit, on a affaire à une organisation qui est très implantée dans le tissu social, que ça nous plaise ou pas. Je répète que je condamne, comme vous, avec la plus grande force, ce qui s'est passé le 7 octobre. La question, pour moi, ne se pose même pas. Ce sont des attentats terroristes odieux, effroyables, et qui vont sans doute, je rejoins ce que disait Sami Cohen, ça va sans doute, j'ai écrit un papier ou 2 là-dessus, ça va sans doute carboniser la question palestinienne pour des années. Ça va être sans doute des souffrances et des douleurs pour des années. Vous parlez de perspectives politiques, je crains qu'il n'y en ait pas. Mais on va en revenir là-dessus tout à l'heure, parce qu'on peut toujours espérer que l'intelligence politique permettrait justement de sortir par le haut. Mais pour l'instant, je crains plutôt des douleurs et des souffrances. Donc attention, quand on parle du Hamas, bien comprendre ce que ça signifie. Et un deuxième point, mais on pourrait longuement en discuter, c'est que on peut éradiquer peut-être l'appareil, mais déjà, il y a eu beaucoup des principaux dirigeants qui ont été tués, assassinés en 2002-2003. Le fondateur de Hamas a été assassiné en 2002. Son successeur, Antissi, il a été également assassiné aussitôt. Bon, donc on peut effectivement casser l'appareil militaire, sans doute. Mais, vous avez affaire à ces militants, à ces hommes, à ces jeunes qui rejoignent ce Hamas, qu'on le veuille ou non. Et puis surtout, ce que je crois et ce que je crains, c'est que dans cette situation qui va sans doute encore être de plus en plus grave, si l'offensive terrestre se déroule comme prévu, comme envisagé, eh bien, il peut sortir de là davantage de radicalisation. Alors quelqu'un a dit, comment est-ce qu'on peut être plus radical ? Vous avez raison, mais oui, on peut. C'est-à-dire que si vous voulez, on est en cette situation-là. Donc moi, je crois que la grande question des politiques aujourd'hui, c'est de ne pas retomber dans ce qu'on a pu faire ailleurs. Biden a dit une chose importante. Il a dit, ne répétez pas nos erreurs. C'est-à-dire aller en Irak et faire le désastre. L'Irak a été détruit 20 ans plus tard,
Nous sommes toujours, j'étais à Erbil il n'y a pas très longtemps, nous sommes toujours dans une situation catastrophique. Donc il faut bien voir que cette violence-là, je m'arrête maintenant, si elle n'est pas maîtrisée par du politique, eh bien, je crains qu'elle ne produise encore davantage de malheur et de souffrance. Merci. Alors, je considère que la question concernant l'éradication du Hamas est traitée. Il y avait d'autres questions sur les perspectives pour la jeunesse, pour la position de Joe Biden. La solution à 2 États est-elle encore d'actualité? Voilà. Monsieur Cohen, vous avez la parole. Oui, écoutez, la solution à 2 États, je me suis exprimé là-dessus. Je vous dis clairement, moi, je n'y crois plus. Personnellement, en tant que quelqu'un qui croit à cette solution, je ne crois plus qu'elle soit possible. Elle ne l'était pas ces dernières années, parce que la droite israélienne est au pouvoir, droite et extrême droite, qui refuse toute perspective de rétrocession quelconque d'un territoire, d'une portion du territoire à l'autorité palestinienne. L'attaque actuelle a annihilé le camp de la paix, ce qui est resté du camp de la paix, des pacifistes. Ils n'y croient plus, tout simplement. Et la question sécuritaire, à qui va-t-on remettre, en admettant qu'on accepte de négocier un traité de paix, à qui va-t-on remettre le pouvoir? Et ça ne consiste pas à remettre le pouvoir aux mains du Hamas, ce qui est totalement exclu. Voilà, je suis désolé d'être très pessimiste là-dessus. Pardon, pour préciser, selon vous, elle n'est pas possible, mais est-ce que, selon vous, quand même, elle serait souhaitable, cette solution à 2 États? C'est-à-dire, est-ce que c'est un avis personnel de votre part qui dit non seulement cette solution n'est pas possible? Est-ce qu'elle est souhaitable? Selon vous? Moi, je l'ai toujours cru qu'elle était souhaitable. J'ai toujours cru qu'elle était possible. Je ne le pense plus. Aujourd'hui, je ne le pense plus. Non, c'est terminé. C'est terminé pour très longtemps. Je voudrais revenir à la question, à 2 questions qui ont été abordées. La question de l'éradication du Hamas et la question du respect des droits de l'homme et des punitions collectives. L'éradication du Hamas, à mon avis, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut la définir. Éradication du Hamas, ça veut dire 0 combattant du côté du Hamas. Ça me semble totalement impossible. Je crois qu'Israël va essayer de faire en sorte d'éliminer d'abord les principaux responsables politiques et militaires. Moi, je crois qu'ils sont déjà condamnés. Ils vont se réfugier à l'étranger. Moi, je pense que le gouvernement a déjà pris la décision, je n'en sais rien, mais je l'imagine, que le gouvernement israélien a déjà pris la décision que toute cette direction sera assassinée un jour ou l'autre. Le responsable du Hezbollah qui a organisé les attentats à Buenos Aires contre la communauté juive, qui a fait des dizaines et des dizaines de morts, a été assassiné 30 ans après. À mon avis, c'est un peu ça l'état d'esprit en Israël. Éradication totale, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a, du côté palestinien, une volonté de continuer la lutte armée. Et la lutte armée, peut-être qu'elle ne continuera pas à Gaza, mais elle continuera en Cisjordanie. Le Hamas est solidement implanté en Cisjordanie. Ça va continuer là. Et que va-t-on dire aux Palestiniens? Ce n'est pas seulement les désarmer, mais il faut les désarmer idéologiquement, c'est-à-dire renoncer à toute aspiration à une souveraineté nationale, ce qui me semble irréaliste et pas souhaitable. Et un dernier point, la question du droit international et des punitions collectives. C'est un sujet très sensible, et des crimes de guerre également. Je pense on dit un peu tout et n'importe quoi. Il faut être assez prudent. Premièrement, je dirais, en ce qui concerne la punition collective, le fait qu'Israël ait coupé l'électricité et l'eau dans la bande de Gaza, c'est un châtiment collectif. Et c'est interdit par les conventions internationales. Ça, il faut être clair là-dessus. En ce qui concerne les bombardements, là, je ne sais pas très bien quoi dire, parce qu'il faut un tout petit peu de recul. Lorsque une démocratie combat une organisation terroriste, une guérilla, qui se cache au sein d'habitations, au sein d'une population civile, si on veut détruire les combattants, c'est inévitable qu'on touche des civils. C'est inévitable. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que le droit international est assez ambigu. L'interdiction de tuer des civils, elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. Il est possible à l'État qui se défend, qui défend ses intérêts, qui est en état de légitime défense, il lui est possible de porter atteinte
à des combattants, au risque même de toucher des civils si les civils sont à proximité, à condition qu'il y ait une certaine proportion entre l'objectif militaire et l'objectif civil. Si vous voulez détruire un poste de commandement, s'il y a quelques civils à côté, sur le plan du droit international, ça va être interprété comme légitime. S'il y a une école, un hôpital, un service de santé à côté, là, on peut se poser la question sur la légitimité de l'opération. Mais qui c'est qui interprète ce genre de balance entre nécessité militaire et protection des civils? C'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a aucune autorité sur la planète qui a le droit et la légitimité pour interpréter ce genre de situation. Merci, Monsieur Cohen. La parole est donc pour finir à Monsieur Ecker. Merci. Quelques points complémentaires. D'abord sur la guerre des passions. Moi, j'ai aussi vu ces événements et les événements en cours comme un choc des mémoires collectives qui fait remonter des souffrances enfouies et des souvenirs collectifs. La Shoah, les pogroms côté israélien, la Nakba côté palestinien. Et on voit que le choc vraiment est extrêmement fort et que parfois la réponse du coup peut être un peu brouillée par des émotions, la peur, la volonté de vengeance, la colère, la rage. Et quand j'entends des acteurs des sphères sécuritaires, notamment israéliennes, parler des questions de proportionnalité ou d'absence de proportionnalité sur la réponse possible israélienne à Gaza, c'est vrai que ça ouvre des perspectives qui sont assez terrifiantes elles-mêmes. Mais on comprend encore une fois le choc subi, mais on sait aussi pertinemment que les terroristes cherchent à provoquer de la surréaction, que ça peut faire partie de leur stratégie. Sur la solution à deux États, à dire vrai, moi je n'en vois pas d'autre. Donc là je suis un peu en désaccord avec Sami Cohen, quitte à avoir deux États complètement hermétiques et plus que ne l'était la bande de Gaza avant le 7 octobre 2023. Mais je vois mal l'opposition aux deux États, c'était one state reality, la réalité d'un État. Mais la réalité d'un État, c'est une proximité beaucoup plus proche des populations. Là, je crois que les populations ne veulent plus vivre côte à côte, n'ont plus confiance en elles-mêmes. Donc je ne vois pas d'autre solution qu'une séparation plus nette qui prendrait la forme de deux États. Ce qui, évidemment, ne résout pas tous les problèmes qui étaient ceux du processus d'Oslo et qui ont été repoussés au fil des années. Oslo n'étant pas un accord de paix, mais une déclaration de principe qui, voilà, dans les termes essentiels, devait ensuite être discutée dans les 5 années, et ça n'a pas été le cas, comme vous le savez. Donc dire deux États, en réalité, ça ne résout pas non plus le problème. Et puis, dernier point sur Hamas, Daesh, Al-Qaïda. Moi, j'ai parlé très tôt, après ces événements, après l'attaque du 7 octobre, d'une daéchisation des méthodes du Hamas. Daéchisation que j'ai du mal à expliquer. Et je pense qu'il est essentiel d'essayer de comprendre, c'est même essentiel pour les Israéliens, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi le Hamas a escaladé à ce point-là et à ce moment-là. En revanche, d'un point de vue idéologique, je distingue assez nettement, jusqu'à présent, mais j'attends de voir aussi quelles vont être les déclarations des leaders du Hamas dans les prochains temps. Ces groupes, d'un côté, on a une mouvance qui est traditionnellement qualifiée d'islamo-nationaliste, même si la dimension islamiste internationale est aussi présente, y compris dans la charte révisée de 2017. Mais on a un groupe, comme ça a été dit, qui n'est pas qu'un groupe terroriste, qui est aussi une organisation politico-sociale qui a quadrillé la population, qui a quadrillé les services, qui a quadrillé l'éducation, ce qui laisse parfois peu d'optimisme sur la jeunesse. Et ce groupe-là, du coup, est en partie imbriqué dans la population. On entend parfois dire que la population est prise en otage. C'est vrai que dans une certaine mesure, parce que quand on regarde les sondages, au-delà des votes qu'il y a eu, on voit qu'il y a entre 30 et 50% de la population, généralement, qui soutient le Hamas. Donc quand on a cette imbrication, c'est extrêmement compliqué, effectivement, d'avoir une solution militaire. Et le Hamas, c'est aussi des idées, une idéologie. Et on sait même que si on détruit une infrastructure, si on détruit des centres de commandement, etc., eh bien, l'idéologie
pourra, elle, perdurer. Daesh, Al-Qaïda sont dans l'idéologie djihadiste globale et récusent complètement l'idée, par exemple, de se présenter à des élections. Il y a eu par le passé des critiques très fortes de ces mouvances-là, critiques réciproques d'ailleurs. Mais ça, c'est au niveau, j'allais dire, de l'idéologie, des chefs et de la théorie. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur les messageries cryptées, c'est assez inquiétant pour notamment la France. On voit qu'en réalité, les attaques du 7 octobre du Hamas ont déclenché une ébullition dans des sphères plutôt djihadistes globales. Et que des sympathisants d'Al-Qaïda ou de Daesh perçoivent que c'est le moment, c'est un signe divin et c'est le moment d'y aller. Ce sont des messages qui circulent actuellement sur les réseaux. Donc on voit en fait que nos catégories habituelles, catégories qui nous servaient de jalons avant le 7 octobre 2023, sont brouillées. Et très franchement, pour le moment, on est encore dans le brouillard de la guerre et il n'est pas simple, y compris pour des chercheurs, mais c'est vrai aussi pour les services de renseignement, d'y voir clair. Un dernier tout petit mot sur les services de renseignement, ça a été évoqué par Anne Genté, sur l'autonomie, la capacité d'appréciation autonome. Je pense effectivement que c'est extrêmement important. Et pour avoir échangé dernièrement avec quelques militaires, nos capacités autonomes en ce moment pour déterminer une frappe comme celle sur l'hôpital ne sont pas forcément là. On se repose beaucoup sur ce que des alliés peuvent nous donner. Et j'ai souvenir d'avoir visité il y a quelques années le 1er régiment d'artillerie à Belfort. On m'avait montré un radar, je crois qu'il s'appelait Cobra, en partance pour la Finule, avec une portée de 40 km et qui permet précisément d'attribuer ce genre de tir. La portée de 40 km, évidemment, du Sud-Liban ne permet pas de couvrir la bande de Gaza, mais je pense que ce type de matériel, effectivement, serait extrêmement utile pour pouvoir se faire vraiment une opinion autonome, indépendante, souveraine sur ce type d'événement tragique. Merci, Monsieur Ecker. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour cet exposé global qui nous permet de prendre de la hauteur. Je crois que face à la tragédie que nous venons de vivre, dans cette terre sainte déchirée par le terrorisme du Hamas, on peut penser à la parole de l'Ecclésiaste, il est un temps pour aimer, il est un temps pour haïr, il est un temps pour la paix, il est un temps pour la guerre. La paix, nous la désirons tous. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Israël a été victime d'un attentat terroriste absolument abject, qu'il est tout aussi abject d'ailleurs de qualifier d'acte de résistance. Et aujourd'hui, on est dans le temps du combat, dans le temps de la légitime défense. Après, la question, c'est jusqu'où et comment cette légitime défense. Mais en tout cas, c'est vraiment ce dont nous sommes convaincus avec la pensée que nous avons pour les victimes, pour les Français tombés, pour nos otages. Et là, je reprends ce qui a été dit par notamment Anne Gentet. Moi, j'aurais 3 questions précises à vous poser. La première concernant le fonctionnement du Hamas et le Hamas en général. Vous y avez partiellement répondu concernant quelle est l'adhésion de la population gazaoui au comportement du Hamas. Il y a plus eu d'élections depuis 2006, je crois de mémoire, c'était la date des élections. Il y a eu quelques sondages, j'ai vu de sources américaines, mais on ne sait pas très bien ce que ça vaut. Donc j'aurais voulu avoir votre regard là-dessus et les conséquences que peuvent avoir ces assauts, ces attaques. Est-ce que c'est perçu comme quelque chose d'absolument monstrueux ou au contraire, et avec la réponse israélienne, est-ce que ça va être un rally around the flag qui, hélas, serait le flag du Hamas? Je voudrais vraiment avoir votre regard là-dessus. Et question corollaire, parce que j'ai été frappé que personne ne l'évoque jusqu'à maintenant, selon vous, quel est le rôle de l'Iran dans la décision prise par le Hamas? Est-ce que ça a été fait avec leur bénédiction? Quel est le lien avec le Hezbollah? Est-ce qu'ils ont regardé ça avec une certaine satisfaction parce que ça achève de torpiller les accords d'Abraham? Donc voilà, j'aurais souhaité avoir votre regard sur l'Iran. Deuxième question, qui s'adresse plutôt à Sami Cohen concernant les dysfonctionnements du renseignement. Est-ce que c'est le renseignement qui aurait dysfonctionné? Est-ce que c'est un système politico-militaire relativement dysfonctionnel? Aujourd'hui, on connaît la situation politique en Israël, qui est à l'origine de cela. Vous l'avez un peu évoqué. Mais voilà, j'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus. Avec une question corollaire. On sait que les services de renseignement israéliens sont absolument excellents dans le cyber-renseignement.
Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une telle attention portée aux moyens technologiques qu'on a oublié ou négligé les moyens humains, sous réserve évidemment qu'on arrive à en avoir? Enfin, dernière question, je me l'autorise très rapidement. Je suis frappé par le temps que met, et on comprend les raisons militaires, à voir arriver une action terrestre israélienne. Ça me rappelle l'attentat de Sarajevo, où l'attentat de Sarajevo est arrivé le 28 juin, l'ultimatum à la Serbie le 24 juillet et la catastrophe qui s'ensuit après. Et catastrophe qui s'en est probablement suivie parce que le choc et la sidération de l'attentat s'était déjà éloigné un peu dans les mémoires. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la durée que l'on voit ne risque pas de faire perdre à Israël le narratif des opinions mondiales et que finalement, plus ça dure avant d'y aller, plus ça risque d'être compliqué en termes de tension internationale? Pardon, je me suis autorisé le même débordement que l'excellente Anne qui dit toujours des choses intelligentes et j'ai essayé d'être à la hauteur. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Jean-Pierre Cubert-Taffa. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, chers collègues, je vous remercie de votre présence parmi nous afin de discuter et d'échanger ensemble sur un sujet qui nous impose le sérieux, le respect et, je crois, une forme d'abnégation. Je me dois ici, avant toute chose, si vous le permettez, de saluer mon collègue le président Jean-Louis Bourlanges qui s'est exprimé hier à la tribune sur ce conflit. Messieurs, alors que nous échangions depuis plus d'1 an sur la situation ukrainienne, voilà que celle-ci ne voit son actualité légèrement éclipsée que par un autre conflit tout aussi dévastateur et dont nous devons prendre toute la mesure. Messieurs, nous appelons au groupe démocrate l'Europe à ne pas être passive dans des circonstances aussi dramatiques. Quel rôle lui donnez-vous dans ce conflit et lequel devrait-elle, selon vous, adopter? Un Palestinien est tué toutes les 5 minutes, un enfant palestinien est tué toutes les 15 minutes. Quand d'autres attaques sont ciblées sur des civils israéliens, nous assistons ici à un drame pour l'humanité. Quels sont, selon vous, les plus importants obstacles à un cessez-le-feu? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste, la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour votre exposé, chers collègues. Lors du débat d'hier sur la situation au Proche-Orient, le président Vallot a condamné fermement, au nom du groupe socialiste, l'horreur des crimes terroristes perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier. 30 de nos compatriotes y ont perdu la vie, sans compter les otages. Alors, au nom du groupe socialiste, nous pensons à eux et nous tenons à exprimer notre solidarité pour les familles israéliennes endeuillées. À travers cette agression d'ampleur, son expression terroriste, le Hamas a enfreint toutes les règles du droit international. Ces derniers jours, l'État hébreu, ébranlé, a relayé le message d'une contre-attaque massive revendiquant la défense de sa sécurité intérieure, le chagrin, la colère immense d'un peuple, de ses représentants, envahis par le sentiment de vulnérabilité. Au cœur d'un Moyen-Orient instable, nous savons que tout est affaire de proportion, d'équilibre, et nous ne pouvons cautionner le choix de l'escalade dans la riposte. Le peuple palestinien, vivant dans la bande de Gaza, n'est pas le Hamas, chaque vie compte. Des vies, côté palestinien, sont en jeu, une population civile qui ne mérite pas de subir le sort de la vengeance. La situation de fragilité de l'État hébreu ne saurait justifier, prolonger et accentuer la tragédie dans laquelle s'enfonce le Moyen-Orient. Ma première question est la suivante. Quelles solutions concrètes peuvent être mises en œuvre par la France pour garantir un couloir humanitaire? Nos forces armées peuvent-elles jouer un rôle dans le contexte? L'exploitation de la voie maritime, par exemple. La France, à cet égard, l'Union européenne sont porteuses d'un message de responsabilité, un message d'équilibre. Ces derniers jours, notre pays a donné le sentiment d'être hésitant à trouver sa place au sein de la communauté internationale. Au-delà des annonces présidentielles comme celle d'aujourd'hui, l'appel du président à une coalition internationale contre le terrorisme, tempéré plus tard dans la journée par l'Élysée, comment définissez-vous la politique actuelle de la France au Proche-Orient? Certains experts ont qualifié la diplomatie française, sous l'ère Macron, de diplomatie des coups diplomatiques. Est-ce une stratégie diplomatique responsable à l'heure où nous risquons un embrasement de la zone? Je rebondis, comme mon collègue, sur les propos du président Bourlanges qui disait hier « Derrière le Hamas, il y a le Hezbollah ».
Derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Et j'irai plus loin que le collègue Thiriot, derrière l'Iran, on retrouve la Russie et la Chine. À ce titre, je souhaite avoir votre analyse sur le lien entre ce conflit et les autres conflits actuels. Dans quelle mesure le risque d'embrasement au Proche-Orient peut influencer ou être influencé par d'autres théâtres de conflit? De même qu'il ne faudrait pas risquer la fracture nationale sur ce type de conflit. Quel est le rôle de la France dans ce contexte? Bâtir un cessez-le-feu, promouvoir un processus de paix, valoriser des forces modérées, forger la solution à 2 États, encourager une autorité palestinienne respectée, nous en sommes convaincus, mérite de la constance dans notre engagement diplomatique. Je sais que vous êtes, vous l'avez dit, Monsieur Cohen, dans une situation aujourd'hui de ne plus croire en cette solution à 2 États, mais comment recréer les conditions de la paix? Existe-t-il des étapes préalables? Je vous remercie. Merci. J'ai donc une dernière intervention de groupe pour le groupe Horizon. La parole est à Anne Le Hennan. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les directeurs, merci beaucoup pour vos interventions. Tout d'abord, je voudrais rappeler que le groupe Horizon et Apparentés condamne très fermement l'attaque du Hamas et soutient le droit d'Israël à se défendre face à cette organisation terroriste qui menace une nouvelle fois son existence. Nous voulons également redire au peuple israélien ainsi qu'aux familles des victimes, tout notre soutien et nos pensées vont aux familles des otages et des 30 victimes françaises tuées. Nous pensons également aux civils palestiniens de la bande de Gaza, victimes elles aussi et otages des actes terroristes du Hamas. D'après les récentes informations qui nous parviennent, la hiérarchie des services de sécurité israéliens, et notamment le Shin Bet, service de renseignement intérieur, aurait bien vu les signaux d'une attaque imminente plus de 2 heures avant l'assaut dévastateur du Hamas, le samedi 7 octobre dernier dans la matinée, mais n'aurait pas correctement évalué le niveau de danger en décidant d'attendre le lendemain pour donner l'alerte. Interrogé sur le fait que les efforts combinés du Shin Bet, du Mossad, ainsi que les forces de défense n'auraient entre guillemets, bien sûr, rien vu venir, ou sur leur manque de réaction ou de réactivité, les responsables israéliens ont dit qu'une enquête majeure a été lancée et que les questions dureront plusieurs années. J'aurais 3 questions à vous poser, m'intéressant plus spécifiquement dans mon domaine à tout ce qui est finalement cyberdéfense et technologie, innovation. Mon collègue l'a abordé un petit peu tout à l'heure. D'après votre expertise, se pourrait-il que les services de renseignement, et notamment l'unité de cyberdéfense du Tsahal, une des meilleures au monde, je le rappelle, n'ait pas vu les signaux de cette attaque? Je passe les signaux numériques, cyber. La deuxième question, c'est la sécurité mise en place par la barrière intelligente entre Gaza et Israël. On parle là de caméras, de capteurs, de mouvements au sol, de patrouilles virtuelles. Aurait-elle pu finalement rendre les services de renseignement moins vigilants, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la technologie et on oublie l'humain, hein, ce qui peut être effectivement un risque? Et quels enseignements, et là je me place en tant que commissaire de la Commission de la Défense, quels enseignements pourrions-nous tirer, notre pays, sur ce qui vient de se produire? Merci. Merci, chers collègues. Alors, nous avons tous un œil sur la séance publique. Je vois qu'il reste 6 ou 7 interventions de 2 minutes, donc on peut peut-être prendre vos réponses avant de suspendre, puisque plusieurs d'entre vous m'ont demandé de se rendre en séance pour aller voter. Mais je vous propose, messieurs, de répondre comme tout à l'heure, si possible en comprimant un peu les réponses. Les questions sont extrêmement vastes. On touche un peu à tous les grands sujets, donc c'est difficile. Bon, la première question, j'y vais un peu dans l'ordre, enfin j'en prends une ou deux, je laisse mes collègues répondre aux autres, mais sur l'adhésion au Hamas, j'ai un peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que jusqu'au 6 octobre, si vous m'aviez posé la question le 6 octobre, je vous aurais répondu que le Hamas est très implanté et qu'il représente sans doute dans les sondages, et ils sont fiables, les sondages palestiniens, de l'ordre de 35% pour un vote, et donc en sympathisant, ça va être un peu plus. Et puis, il y a donc, après le 7 octobre, j'en sais rien. J'en sais rien parce que ça correspond à votre question. C'est est-ce qu'on va voir des Palestiniens choqués ou pas, se désolidariser de ce qui s'est passé. Et moi, j'ai deux phrases que j'ai entendues, mais X fois dans mes multiples séjours là-bas. Du côté israélien, et surtout à la droite, cette phrase, c'était « ce que la force n'a pas pu apporter, davantage de force pourra
la portée. C'est ça, cette idée, toujours davantage de force. Et du côté palestinien, il y a cette phrase qui est terrible, mais que j'ai entendue aussi très souvent, et ça répond un peu à votre question, mais je n'irai pas plus loin. Nous souffrons depuis tant d'années. Il faut qu'ils comprennent aussi ce qu'est la souffrance. Et ces deux phrases, quand vous les mettez face à face, ça donne des choses terribles. Puisque d'un côté, il y a la force, évidemment, c'est un conflit asymétrique, et de l'autre, il y a cette idée de souffrance. Et par conséquent, par rapport à votre question, je serais tenté de dire que je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de Palestiniens que ça qui se désolidarisent. Je n'en sais rien, bien entendu, mais je ferai cette hypothèse. Ça doit être sans doute très différent, mais et si, comme on peut le craindre, à Gaza, ces bombardements continuent avec cette offensive terrestre, eh bien, ce que j'ai évoqué sur la souffrance, on va le voir, et par conséquent, les radicalisations vont s'imposer. Donc, je suis plutôt pessimiste, malheureusement. Sur le rôle de l'Iran, je ne sais pas. On dit plein de choses sur le rôle de l'Iran. Je voudrais juste dire que, autant il y a un lien presque organique entre le Hezbollah et l'Iran. Après tout, c'est l'Iran qui, en 1982, a contribué à construire le Hezbollah, entraîner le Hezbollah. Enfin, c'est vraiment... Et puis, ils ont même une même conception du vilayet el-Faqih, c'est-à-dire d'une conception de la responsabilité du jurisconsulte dans le système politique. Donc, on a un lien très, très étroit. Avec le Hamas, c'est bien différent. Alors que ça la profite à l'Iran, c'est bien évident. Mais je ne crois pas que ça soit manipulé. Je pense vraiment que, jusqu'à un certain point, mais ce certain point, je ne sais pas où l'arrêter, que le Hamas a un agenda national. Évidemment, il cherche des alliés auprès du Qatar, auprès de l'Iran, ça va de soi. Mais je pense que c'est fondamentalement un agenda national, alors que le Hezbollah a en fait un agenda double, à la fois national, évidemment, mais aussi un agenda beaucoup plus large en liaison avec le Hezbollah. Et puis, sur la position de la France, je passe d'un point à un autre, mais... j'ai quand même un regret à exprimer devant la représentation nationale. C'est que pendant des années, au fond, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on s'en est désintéressé. On s'en est désintéressé. Et je pense qu'une des explications que je donnerais, il y en a sûrement d'autres, c'est que Emmanuel Macron s'est retrouvé face à un certain Donald Trump. Ils sont contemporains dans l'arrivée au pouvoir. Trump arrive en janvier 2017 et Emmanuel Macron arrive en mai. Et donc, l'inflexion par rapport au Moyen-Orient des États-Unis et l'inflexion par rapport à la question israélo-palestinienne vient de Washington. Et même si Emmanuel Macron avait eu une vision un peu différente, il a dû forcément prendre en compte cette dimension. J'imagine, en faisant un peu d'Uchronie, que si il avait été avec Obama, je pense que la politique française aurait été un peu différente. On ne peut pas complètement contourner cette politique américaine. Et donc la politique française s'est elle aussi complètement un peu démarquée de cette question. Elle l'a oubliée. Et donc la grande question aujourd'hui, c'est comment revenir. Et pour l'instant, je crois que ça va être extrêmement difficile. Et c'est pas simplement ce voyage utile, évidemment, mais c'est peut-être qu'un début, on verra bien. Mais nous avons perdu beaucoup de temps dans cette affaire. Merci. La parole est à Monsieur Cohen. Je ne vais pas répondre à tout, pour les mêmes raisons que je ne suis pas compétent sur tout, et pour la raison pour laquelle Jean-Paul Chagnon a déjà évoqué plusieurs points en réponse à vos questions. La diplomatie de la France. Écoutez, c'est triste à dire, mais il faut voir comment la France est perçue du côté israélien et du côté palestinien ou du côté arabe. C'est un acteur dont on attend le soutien, mais pas plus. À partir du moment où elle tente d'avoir une position équilibrée. Une position équilibrée, ça veut dire quoi? On tient à la sécurité d'Israël, mais on tient aussi à une solution à deux États. Si vous parlez d'un volet, vous allez déplaire à l'autre côté. Si vous parlez de deuxième volet, vous allez déplaire aux Israéliens. C'est une situation, cette situation d'équilibrisme est très difficile à tenir. Très difficile. Les deux parties sont très radicalisées et je crains fort que la diplomatie de la France ne puisse pas apporter véritablement de solution. Elle n'a pas le poids non plus. Elle n'a pas le poids politique, elle n'a pas le poids militaire. Elle ne peut pas apporter ce que les États-Unis apportent en termes de sécurité. Même les États-Unis n'ont pas tous les pouvoirs. C'est faux de croire que les Américains peuvent faire la pluie et le beau temps d'un côté ou de l'autre. Ils peuvent exiger un certain nombre de choses, mais pas plus. Les Israéliens sont très sensibles à leurs intérêts nationaux. Et à partir du moment où leurs intérêts nationaux les conduisent à prendre telle décision, les Américains, on s'en fiche complètement, entre guillemets.
Sur le côté du problème du renseignement, du dysfonctionnement, et oui, écoutez, il y a deux choses. D'abord, il y a le problème du renseignement humain. Le Shabak, le service de renseignement général, qui est censé recruter des informateurs au sein de la société palestinienne, qui a fait son travail pendant très longtemps de manière très brillante. Elle savait très bien pister de très près l'itinéraire des différents responsables du Hamas, peut-être pas tellement, mais du djihad islamique certainement. Et ces dernières années, ils ont réussi des opérations de ciblage de tel ou tel dirigeant du djihad islamique. Ils savaient exactement dans quel immeuble il vivait, dans quel appartement et dans quelle chambre il se situait. Ils ont envoyé un missile qui pouvait le tuer sans détruire tout l'immeuble. Cette capacité, apparemment, s'est érodée. Pour quelle raison? Je ne sais pas, moi, l'explication que je tends à avancer serait que et le Hamas et le djihad islamique se sont beaucoup améliorés en termes de capacité de protection d'infiltration extérieure. J'imagine très bien qu'ils ont fait très attention à leur communication. Ils ne communiquent pas en prenant des risques. Il y a des agents de liaison qui permettent de transmettre des messages d'un poste de commandement à un autre poste de commandement. Je dois dire que malheureusement, ou pas malheureusement, oui, le Hamas et le djihad islamique se sont militairement, et sur le plan du renseignement, beaucoup améliorés. Et le Shabak a eu beaucoup de difficultés. En ce qui concerne tout le système de technologie de surveillance de la clôture, bien sûr, d'abord, il y a eu une erreur majeure de conception et de compréhension sur ce que cette clôture pouvait apporter. Elle a été bousculée et détruite avec une facilité absolument incroyable. Il a suffi d'envoyer quelques bulldozers pour renfoncer la clôture. Ils ont réussi à rendre non opérationnel le service d'alerte. À certains postes, il y avait une personne, généralement une soldate, qui avait le rôle de lanceur d'alerte. Ils ont très bien su repérer qui faisait quoi, et ils ont tué ces gens-là. Et donc, ces personnes qui étaient censées alerter l'arrière et le quartier général n'ont pas pu fonctionner. Et l'armée était dans le brouillard le plus total. Quand l'attaque a commencé, il n'y avait pas d'information. L'armée a appris par les coups de fil des habitants qu'il se passait quelque chose. Ça a été quelque chose de catastrophique. Il y aura une commission d'enquête, indubitablement, qui va faire la lumière. Ça va prendre des mois. Je crois que Netanyahou sera, mis sur la sellette, à moins qu'ils réussissent à faire en sorte que l'opération militaire conduise à la réussite des objectifs militaires. Je ne suis pas sûr qu'ils réussissent. Il pourra dire à ce moment-là, vous voyez, j'ai été le chef politique et militaire qui a réussi à vous débarrasser de toute menace militaire au sud du pays. Je ne suis pas sûr qu'on en arrive là. Bien, merci. Je vous propose de prendre la dernière intervention. Et j'en voudrais pas à ceux qui vont rejoindre la séance sans forcément courir. La parole est à Monsieur Ecker. Très rapidement, comme ça, vous pourrez effectivement aller en séance. D'abord sur l'Europe. L'Europe, on peut le déplorer, n'est plus un acteur majeur du processus diplomatique depuis des années, et je dirais même depuis des décennies. Ce serait trop long d'expliquer pourquoi, mais enfin, il y a une phrase qui revient sans cesse dans la zone, c'est « Europe is a payer, not a player ». On paye, mais on n'est plus un acteur autour de la table. Et là, ce qu'on voit depuis quelques jours, c'est une division exposée au grand jour des États membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, le président de la République était sur place, mais il y a eu auparavant les responsables politiques des Pays-Bas, Olaf Scholz était sur place, Rishi Sunak, hors Union européenne pour le Royaume-Uni, était sur place aussi. On voit qu'il y a quand même des difficultés à agir de concert. Et je crois que effectivement, sans doute la première chose pour peser davantage, c'est de réussir à gommer nos propres divisions internes.
Sur les obstacles à un cessez-le-feu, alors, bon, des cessez-le-feu temporaires, il peut y en avoir effectivement, mais je crois que la question fondamentale, c'est comment arrêter la dynamique d'escalade, la dynamique de guerre. Et là, je rejoins ce qui a été dit par monsieur le député Thiriot tout à l'heure. On est dans la période de la guerre. Moi, ça me fait penser à un article de la fin des années 90 d'Edward Ludwak, politologue américain, qui est « Give War a Chance ». Et on est vraiment, à mon avis, dans cette dynamique-là aujourd'hui. On peut le déplorer, mais je crois que c'est vraiment le cas. Enfin, sur les enseignements, et je m'arrêterai là, je crois qu'il y en a plusieurs à retenir. D'abord, une surprise stratégique est toujours possible. Et donc, il faut essayer d'imaginer les signaux noirs et essayer d'anticiper en observant les signaux faibles. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Il y a généralement deux écueils dans la lutte contre le terrorisme, et c'était une des leçons de la guerre de 20 ans qui a été mentionnée tout à l'heure. C'est d'une part la sous-estimation de l'adversaire et d'autre part la surréaction une fois que l'attaque survient. Et il faut se garder de ces deux écueils, et notamment de la sous-estimation, ce qui est vrai aussi pour la France donc aujourd'hui par rapport à la menace sur le territoire national. Et puis, dernier point, il ne faut pas se reposer uniquement effectivement sur le renseignement d'origine technologique. On voit que le renseignement humain est aussi très important et travaillé entre guillemets à l'ancienne, ça conserve toute sa pertinence. Sur l'Iran, dernier mot, et ça rejoint une remarque peut-être plus générale, on entend vraiment tout et son contraire. Et on revient sur le point soulevé par Anne Jeuneté tout à l'heure. Il est très important d'avoir des capacités d'appréciation autonomes et souveraines sur ce genre de sujet, parce qu'on a vraiment, depuis le 7 octobre, on a eu des versions qui, à la fois, nous décrivaient une implication très forte de l'Iran et d'autres qui, au contraire, aujourd'hui même d'ailleurs, avec des sources de renseignement américains, disant que l'Iran n'était pas impliqué, que le Hamas avait été très autonome pour éviter une escalade régionale, sans doute. Voilà, je m'arrête là. Bien, avant de conclure, M. Chaniollo et M. Cohen, je crois que vous souhaitez nous dire chacun un tout petit mot. Oui, j'ai répondu à cette question parce que c'est une question très compliquée sur quelles sont les conséquences d'une action terrestre. On ne sait pas quand elle va commencer, on ne sait pas quelle est son ampleur, on ne sait pas quelle ça durer. Donc, je crois que ce serait assez hasardeux. Mais il y a peut-être un point qui est important, c'est que on n'a pas évoqué encore, c'est qu'il y a un risque d'embrasement important. Et je dirais un double embrasement. D'abord, la dimension militaire, c'est-à-dire que moi j'étais à Beyrouth il n'y a pas longtemps, et là-bas à Beyrouth, on s'attend à ce qu'il y ait un durcissement, je ne dis pas encore embrasement, mais un durcissement sur la frontière sud du Liban et donc la frontière nord israélienne. Donc ça, c'est évidemment un enjeu majeur. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus global, c'est qu'il faut avoir conscience que dans le monde arabe et au-delà, on regarde ça avec beaucoup d'attention et que ça peut être aussi très profondément une rupture entre l'Occident et puis ce qu'on appelle le Sud global. Alors la formulation est facile, mais le problème est réel. Il faut vraiment regarder ça dans le monde arabe, dans les pays aussi proches de nous que la Tunisie, là aussi j'étais il n'y a pas longtemps, et le Liban. Il y a vraiment une incompréhension sur la position de la France et sur ce qu'on fait. Donc il y a quelque chose de grave au-delà de l'espace proche-oriental dont nous parlons. Merci, M. Cohen. Vous souhaitiez également ajouter quelque chose? Je voudrais rajouter juste un point concernant les dysfonctionnements du service de renseignement. Il y a une chose qui est très importante. Il ne suffit pas d'avoir du renseignement. Il faut voir comment on interprète le renseignement. Parce qu'il y a eu une alerte venant de l'Égypte et une alerte qui est arrivée au service des renseignements, du Shin Bet et du renseignement militaire, comme quoi il se préparait quelques heures avant. Le renseignement est arrivé jusqu'au chef du renseignement militaire, qui est un personnage très important dans le système d'évaluation de la menace, qui était en vacances à Eilat, en villégiature. Lorsqu'il a reçu le renseignement, il a dit très bien, ça n'a pas l'air sérieux. Donc il est très important de savoir comment on interprète. Si l'interprétation consiste à dire, c'est peut-être vrai, mais on sait très bien que le Hamas n'a pas d'intention, n'a pas les moyens de conduire une opération. Donc le renseignement est tributaire du cadre politique dans lequel il vit.
Lors de la guerre du Kippour, là, c'est un exemple vraiment très probant. Le renseignement militaire et le Mossad avaient toutes les informations concernant l'imminence d'une attaque et même le jour et l'heure de l'attaque. Ils n'y ont pas cru parce qu'il y avait cette conception selon laquelle qui régnait dans la société israélienne, qui régnait dans la sphère politico-stratégique, que l'armée égyptienne n'était pas en mesure de lancer une attaque, et si elle la lançait, elle serait refoulée immédiatement par l'aviation et les chars israéliens. Donc c'est quelque chose qu'il est vraiment très important de comprendre comment on interprète un renseignement. Puis au-delà de la vision politique, on pourrait parler des biais cognitifs, notamment le biais de confirmation, qui nous pousse à rejeter toute information qui ne va pas dans le sens de ce qu'on pense précédemment. Et ça peut tous tout toucher. Et d'un point de vue stratégique et militaire, certains ont même parlé parfois du poison des certitudes, d'où l'importance de se remettre en cause aussi régulièrement pour éviter toute surprise stratégique. D'accord. Voilà, Monsieur Eckert, vous souhaitez un tout dernier mot pour dire que j'ai traité dans mes propos liminaires de la question de l'importation du conflit, et il me semblait important de le faire devant la représentation nationale, parce qu'elle peut aussi être un vecteur de cette importation. Et donc je crois qu'il est important d'appeler aussi la représentation nationale à la responsabilité sur ces sujets pour ne pas contribuer à la polémique et ne pas contribuer à jeter de l'huile sur le feu. Voilà, merci. Très bien. Eh bien, écoutez, je vois que mes collègues n'ont plus de questions, donc il me reste à vous remercier tous les trois pour l'ensemble de vos analyses ce soir. Et mes chers collègues, je vous donne donc rendez-vous demain à 9h dans cette salle pour l'analyse des avis budgétaires pour le projet de loi de finances 2024. Bonne soirée à tous.